Bon, Madame Claude Chartrand, c'est une directrice d'une école, mais avant c'est également un élément chercheur au niveau universitaire. C'est également un écrivain avec beaucoup de publications que peut-être si je suis en train de lire son CV, on ne va pas en finir. Donc, Madame, vous êtes bienvenue. Nous allons vous écouter avec attention sur un thème qui nous tient à cœur, celui de la lecture syllabique que tout le monde attend ici. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci au groupe Ataraji qui me reçoit régulièrement ici pour des conférences, pour des présentations. Merci aux associations. Merci aux éducatrices, au personnel qui sont là aujourd'hui pour écouter ce qu'on pourrait partager sur le mot « entrer en lecture ». Et entrer en lecture, c'est quand même une sacralisation. C'est-à-dire qu'on va introduire l'enfant dans quelque chose qui lui sera indispensable toute sa vie. Et j'ai un petit peu hésité dans ce titre, parce que ce titre, c'est une entrée, une porte qui s'ouvre. Une porte sur la connaissance, une porte sur le partage, une porte sur la communication. Et je me suis dit aussi, pourquoi pas corps préparé? Parce que à partir de l'enfance, on prépare le corps à l'autonomie, à la motricité. On prépare le corps, mais on prépare aussi l'esprit. Et c'est dans ce partage-là que j'aurais à vous offrir ce matin. Qu'est-ce que c'est que rentrer en lecture pour un enfant dont on doit construire l'identité, un enfant qui doit construire son autonomie à partir donc de son plus jeune âge et même de l'âge fœtal. Donc, entrer en lecture et corps préparé. Alors, le ministère de l'Éducation et de la Formation a décidé cette année d'entrer dans la lecture syllabique, pas seulement dans la langue française, mais dans la langue arabe. Nous énumérerons pour la langue française les différentes méthodes de lecture existantes en français. Cependant, nous devons préciser que cette méthode dite syllabique, qui vient du son, s'applique aussi bien en français qu'en langue arabe, puisqu'on va parler de phonèmes qui partent du son, et on va parler de graphèmes, c'est donc de l'écriture. Nous aborderons aussi l'association au code à un modèle mathématique, cartésien et opérationnel sous un mode combinatoire. Et nous verrons quelle procédure l'enfant développe en métacognition pour arriver justement à résoudre les opérations. Et dans une dernière partie, nous verrons si la méthode syllabique serait la meilleure méthode pour nos enfants. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que le regard bienveillant sur autrui, et en particulier sur l'élève, est le secret des transferts du savoir. Les enfants vont rentrer et vont dire « La maîtresse, elle est belle, la maîtresse, elle est gentille ». Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un grand pourcentage de réussite. Et là, c'est l'écrivain que je suis qui parle et qui dit « Dans notre humanitude, nous devons accepter deux choses, l'imperfection et la finitude, deux fatalités qu'il nous faut dépasser. Le bonheur à l'école est un axe de pertinence aujourd'hui et de cohérence, parce que nous ne sommes que des êtres humains pétris de perception et de sensations. C'est de l'humain qu'il nous faut parler et de sa nature de corps et d'esprit, avec lequel nous devons composer, ainsi que de son interaction avec l'univers. Petit homme à grandir qu'il nous faut instruire et élever au rang de créateur et de passeur. On doit socialiser les enfants, on doit rendre l'enfant vers l'autonomie et on doit construire le langage. Pour cela, l'élève doit utiliser des matériaux sonores. Nous sommes tous des instruments de musique. Quand nous naissons, l'air qui rentre dans nos poumons fait de nous les poumons se développent au point d'avoir la douleur du premier cri. Ce premier cri, chaque mère sait le reconnaître. Chaque père sait le reconnaître. C'est en nous.
Hein, ce premier cri, ce premier son, ça va être la joie, ça va être la peine, ça va demander l'heure de la tétée, etc. Donc nous sommes nous-mêmes des instruments de musique et notre voix est un outil. On doit travailler la syntaxe, on doit apprendre le lexique et on doit reconnaître les structures textuelles. Chaque verbalisation doit être produite dans une situation de communication et de création. Alors vous me direz, mais quelles étapes pour la compétence? Eh bien, chez l'enfant, en bas âge, en préscolaire, on a l'exploration et on a la métacognition. Je voudrais bien qu'on fasse la différence entre les deux. Donc, l'exploration, c'est très important. Ça veut dire qu'on va développer son inné, on va développer son sens et sa pertinence, son intérêt, sa motivation. On va essayer de faire investir l'enfant pour qu'il retransmette les connaissances qu'il a acquises. On va le confronter et surtout, on va le faire émerveiller. Parce que si on n'émerveille pas un enfant, on ne va pas arriver à le capter. Or, l'enfant ne capte que ce qui est captivant. Et cette histoire de la vie, elle est déjà captivante. Cette histoire de l'enfant qui grandit, elle est déjà captivante. La métacognition, c'est quoi? C'est tout ce qui nous vient du développement de l'intelligence, l'observation, poser des postulats, des hypothèses, analyser, comparer, synthétiser, transférer, résoudre, créer. Tout ceci sont des modes opératoires que notre cerveau opère. L'acte de lire, c'est d'aller de l'intuitif au cognitif, des compétences aux performances, du savoir-lire au vouloir lire. Savoir lire, c'est quoi? C'est se familiariser, s'imprégner, se repérer, décoder, comprendre. Vouloir lire, c'est quoi? C'est expliquer des actes, élaborer à partir de l'écrit, vouloir lire des aventures. Alors on a des opérations mentales qui s'y lient. Et ces opérations mentales sont d'un côté la mémoire, l'analyse, l'effet de synthétiser quelque chose, et d'autres opérations mentales comme la réflexion, le développement de l'intelligence et surtout le plaisir de lire. Les concepts qui sont reliés à l'écrit et surtout à la lecture syllabique sont de l'ordre de la conscience phonologique, c'est-à-dire d'un système graphophonétique. Pour que la compréhension soit structurelle et soit fine, il faut que l'enfant acquiert un vocabulaire, une motivation et une fluidité. Mais avant tout, la principale chose, c'est l'écoute. L'écoute qui va entraîner la mémorisation et, plus tard, l'intérêt et l'attitude dans le mimétisme. Alors qu'entendre est une activité de perception des sens qui suppose de se tourner vers l'extérieur, comme dans le premier moment d'observation, l'écoute est au contraire une activité mentale qui se tourne vers l'intérieur et s'adresse à l'inconscient. L'écoute épistémique est liée au savoir et l'écoute cognitive au processus de la connaissance qui requiert de la part de l'enseignant de se mettre dans le pas de l'élève. Vous excusez, il y a une petite faute. L'écoute précède la parole. Évidemment, lorsque l'enfant est dans la position fétale, il entend déjà sa langue maternelle. Il entend déjà ses parents parler. La membrane est très fine, la vibration passe. L'écoute doit être active ou elle ne l'est pas. L'écoute doit entraîner la motivation et entretenir l'intérêt pour ce que l'on entend. Et là, on a une opposition avec Skinner. Skinner qui dit « l'écoute, c'est un dressage ». Or, il n'est pas possible de dresser. Il n'est pas possible, pourquoi? Parce que le mode opératoire qui est défini aujourd'hui tel que nous le connaissons avec les synapses, prévaut que l'enfant va construire le savoir à partir de données qui sont déjà innées ou qu'il est en train d'acquérir au fur et à mesure de sa progression. Donc, le dressage, c'est dépassé depuis longtemps. Entendre. L'enfant comprend ce qu'il entend avant d'exprimer cette compréhension par la médiation du langage. L'enfant est toujours sujet. Il se sert des matériaux. Il se construit lui-même comme sujet et être parlant. Alors quelqu'un m'a dit hier soir, oui mais tout ça c'est dépassé. C'est dépassé, non.
parce que vous et moi, on est sur le terrain. Et on voit bien les enfants, comment ils se disposent, combien ils attendent de nous, combien ils attendent de regarder pour reproduire. Alors, je passerai rapidement sur ces périodes-là, que je développerai un petit peu plus en atelier. L'écoute comme forme de compréhension orale, l'écoute comme forme d'interprétation, l'écoute comme forme d'interaction, l'écoute comme moyen de change transactionnel et l'écoute comme divertissement. De ce côté, je voudrais aborder un autre sujet. C'est celui de la mémoire et du geste. Composé des bouchées phonétiques, des lèvres récitantes et rythmeuses, une mémorisation par approfondissement de la parole. Remémorer, c'est rejouer selon l'ordre de la méthode dans les muscles laryngo-buccaux. Les mnémothermies, le balancement, le soulèvement, le bilatéralisme, la communion avec l'enseigneur et la mendication sont des propos qui ont été faits par M. Marcel Jousse, qui était enseignant à l'École supérieure des hautes études de la Sorbonne. Alors, si je vais vous parler de Marcel Jousse, je vais vous parler de la comptine et du rôle dans la mémoire. La comptine, c'est un pré-apprentissage à la lecture. Avec le balancement de la rythmique dans le corps de la mère, il y a ce qu'on appelle un bilatéralisme qui se passe et une activation de la mémoire. À l'époque, il n'y avait pas d'IRM pour dire c'est une neuropédagogie. Mais en tous les cas, il y a des gens qui se sont intéressés à la façon dont on mémorise. Et la façon de mémoriser, c'est la façon de dire des comptines, d'utiliser des redondances sonores et phoniques. Et nous allons rejoindre tout ça avec l'appareil musical que nous sommes et les mathématiques. Livre récitante et rythmeuse. Lèvres récitante et rythmeuse, ça veut dire qu'on a une rythmique, on a une approche de son, on a de l'intensité, on a de la fréquence. Ça veut dire que vous, éducatrices, vous, enseignants, vous devez vous servir. Et les enfants doivent se servir de leurs lèvres récitantes et rythmeuses. Parler est-il le seul mode de communication? Parler se présente de fait comme matière première sonore de la supervision. Mais parler ne constitue pas, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, le mode le plus efficace de communication. C'est celui que l'être humain a choisi et qui instruit à ses générations selon un intérêt général, qui est celui de la cohésion et de la survie du groupe. Je vais vous donner un exemple. Dans un exercice en classe, les enfants doivent mettre une réponse sur une ardoise. Et sur cette ardoise, avant d'écrire la réponse, les enfants vont regarder le visage du maître pour savoir s'il y a une approbation sur la réponse ou pas. L'enseignant va croire que l'enfant ne connaît pas la réponse, alors que l'enfant attend de l'enseignant le sourire de l'encouragement. Donc ça veut dire qu'on est dans une idée trouble de ce que peut être l'erreur et de ce que peut être le langage. Parce que le langage, c'est pas seulement cette parole, c'est toute la gestuelle qui est dans le visage. C'est tout ce que l'enfant attend de vous. Est-ce que le maître est content de moi? Est-ce que la maîtresse est contente de moi? Est-ce que le parent est content de moi? Et la réponse ne va pas forcément être la réponse que vous attendez sur l'ardoise, celle de la connaissance, mais la réponse qui vient par rapport à votre visage. Et c'est là que se pose la question de la connaissance et de l'évaluation. Est-ce que cette évaluation est bonne? En fait, la communication au sens de message répond à tous les signaux. Bien avant de parler, le nourrisson produit des actes de langage dans l'intention d'agir sur l'entourage. Quand un enfant naît, ce n'est pas nous qui agissons sur lui, c'est lui qui nous demande, c'est lui qui nous dit j'ai faim, c'est lui qui nous dit j'ai soif. Et au fur et à mesure, on a oublié. On a oublié parce qu'on se sent le devoir de protection de cet enfant. On a oublié que c'est lui qui demande et c'est lui qui nous guide, suivant son corps. Et c'est pour ça que j'ai parlé au début de corps préparé. Par
Parler, c'est coder les sons afin de leur faire porter un message que l'interlocuteur sera capable de comprendre et de décoder. Les deux personnes doivent donc posséder le même code, parler la même langue et moduler la même musique. Alors là, pour la langue française, et je fais une petite aparté, on se trouve dans une difficulté. Pourquoi? Parce que quand on introduit la langue française ici, on a oublié de dire que déjà l'enfant, sa langue maternelle, c'est le dirigeant. Lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, la plupart du temps, il entend le dirigeant. On va demander à cet enfant d'être imprégné de la langue française, de regarder des livres, mais en même temps, on va lui faire commencer l'arabe classique. D'où la complication de la chose. Et donc, il lui reste que la musique. C'est Ferdinand de Saussure qui dit de la linguistique structurale, qui est le premier qui dégagera les unités de base du langage, c'est-à-dire le signe. Et moi, je dirais le son en plus du signe. Les différences phoniques portent sur des significations d'un mot tout en les distinguant des autres. Tout d'abord, nous dit Saussure, le son est composé de deux éléments, le signifiant et le signifié. C'est un contexte de son à son image acoustique qui ensemble forment une combinatoire. Une méthode dans un premier temps globale qui part du tout pour se rendre vers la partie de façon inversée et syllabique. Là aussi, on allie le geste et c'est là que je reviens à monsieur Marcel Jousse que j'ai cité tout à l'heure. C'est le geste pour pouvoir mémoriser. Vous voyez sur l'image, l'enfant va montrer le I, hein, le son I. Et donc, on a une oreille et on est bien dans la perception et la vision. On a le son O, hein, de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette méthode? Elle est, à l'origine, comme la méthode globale, basée sur des praticiens qui ont eu des enfants qui étaient en difficulté et qui ont mis au point des méthodes pour dépasser la difficulté de l'élève. Alors, nous pourrions dire la méthode globale, voilà, c'est une méthode de praticien, donc on y trouve la reconnaissance d'un traitement par la mémorisation de la gestuelle. Et ici, peut-être vous ne pouvez pas le lire parce que c'est très petit, donc la méthode Borel-Messoni, méthode phonétique et gestuelle d'interaction à la lecture, à l'écriture, permet de favoriser la mémorisation dans le sens entre les lettres et les sons, donc Dumont, 2000. C'est une méthode de l'orthophoniste Arlette Boursier, rééducatrice, basée sur les principes de l'automatisation, la simplification, la reposition, la réorientation spatio-temporelle et affective. Donc on a repassé tout ce qui était connu et on l'a mis sous le nom de méthode globale améliorée et on lui a donné un nom pour des enfants qui avaient des problèmes spécifiques. Donc il n'y a pas de secret. C'est sur le terrain qu'il faut gagner et construire les individus. Et c'est ainsi que je finirai cette première partie, sachant que la deuxième partie va développer sur des ateliers, des conseils et de l'aide et les réponses à vos questions. Je vous dis bonjour. Aujourd'hui, nous avons fait une conférence et présenté l'ensemble des méthodes syllabiques qu'il existe, globales et naturelles. Nous avons décomposer les processus et les procédés qui correspondent, métacognitifs, qui correspondent au développement de la pensée chez l'enfant et comment ils se construisent pour pouvoir arriver à une lecture qui soit, la lecture c'est quand même la compréhension littérale des choses mais aussi la compréhension fine. Nous avons décomposé les éléments qui partaient de ces procédures en utilisant les différentes méthodes et nous avons discuté avec les éducateurs et les éducatrices sur le bien fondé d'une méthode et d'une autre. En réalité c'est le terrain qui
décide. C'est une pédagogie différenciée et peut-être un mélange de toutes ces méthodes de lecture qui ont pour but de construire l'élève, l'enfant au sein de sa personnalité, de son identité. Donc on va apprendre à l'enfant à discriminer de façon auditive et visuelle, puis à combiner, à se servir d'une combinaison. Mais cette combinaison, et c'est ce que je disais que c'est une association, c'est une commutativité que Al. Et là se trouve la difficulté de l'enfant marocain. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre, il va plutôt comprendre Al que là, parce que lui, sa lecture est inversée. Donc on se trouve à beaucoup de problématiques. On va trouver une autre problématique, c'est la problématique des lettres miroirs. Cette initiative du groupe Ataraji, à laquelle je participe bientôt depuis 4 ans, est magnifique parce qu'elle rassemble avec M. Mohamed El Bacha et M. Omar Bouteglifine l'ensemble des éducateurs du préscolaire. Et c'est à la fois un enrichissement de pouvoir parler chacun de ces difficultés, en particulier dans le milieu rural, sur l'application des méthodes, en particulier de la syllabique, qui cette année vient d'être décidée au niveau du ministère pour la langue arabe, et de son application dans certaines écoles privées, pas toutes malheureusement, puisque la méthode globale est toujours choisie. La méthode globale n'est pas nécessairement mauvaise. La méthode syllabique serait celle qui laisse le moins de dégâts derrière elle. Mais ce qui est magnifique, c'est d'emmener l'enfant à lire, parce que lire, c'est voyager, lire, c'est comprendre, et lire, c'est une nécessité de la société, aussi bien de savoir lire une image que de savoir lire un texte. On part du plus petit jusqu'au plus grand. عنده علاقه مع البيئه ديالو فاش عايش باش ما يكون تناقض فوالا مثلا نهضر الطفل لانيفرسير هو ما عارفين كاع في الباديه اشنا هو لانيفرسير شغال ياسا نهضر ليه على بابا نويل هو يلاه كاع في عاشوراء مازال واش فهمنا دابا اذا على البحر وما عرف فوالا هو في البحر دونك عندنا ان بروبليم سا نو سير ا ريان de lui apprendre des mots اللي هما ما كاينينش في le contexte ديالو. La problématique de la lecture, c'est qu'on demande à des enfants, c'est cette identité plurielle et culturelle au niveau du Maroc, et de retrouver des enfants à qui on va imposer une lecture qui n'est pas forcément celle de son identité ni celle de sa langue maternelle. Dans ma région, la langue maternelle, c'est le Derija, la région de Safi, et c'est vrai qu'on demande aux enfants d'apprendre le français, d'apprendre l'anglais et puis d'apprendre l'arabe classique et d'en tirer le meilleur parti au niveau de la compréhension littérale et de la compréhension fine. La difficulté va se trouver multipliée par rapport à d'autres enfants qui en France n'apprennent que le français et qui ont une langue secondaire à partir du CM1. Ici, les enfants qui sont dans le milieu rural doivent trouver la joie à jouer avec les lettres et à pouvoir donner vie à cette lecture, car c'est l'enfant qui va construire le sens de sa lecture. L'éducation au Maroc, les enfants sont magnifiques déjà. Ils sont pleins de gratitude pour leurs enseignants. Le système du programme national, surtout le plan 2015-2030, prévoit vraiment que l'enseignement, que l'enfant soit au cœur du système. Et ce plan 2015-2030 mène une démocratie au niveau de l'enseignement qui peut emmener le projet d'école. Le projet d'école, c'est quelque chose qui donne l'identité à tous les établissements. J'encourage les établissements, avec cette chance que donne le ministère, de travailler sur les projets d'école pour adapter l'enseignement de chaque région et l'enseignement local et culturel et régional à chaque établissement. Le ministère donne une grande chance
à tous les établissements avec le projet d'école et vraiment c'est un encouragement que je donne à travailler.